Bonsoir à tous et toutes, soyez les bienvenus dans 28 minutes. Bonsoir mes chers, jolis, magnifiques camarades. Bonsoir Elisabeth. Indispensable. L'actualité, c'est du blé à l'Assemblée. Coup d'envoi mardi dernier de l'examen du projet de loi d'urgence agricole censé être la réponse du gouvernement à la colère des paysans, des agriculteurs français après l'adoption du traité du Mercosur et après les abattages liés, vous vous en rappelez, à la dermatose nodulaire de cet hiver. À compter de ce jour débute l'examen d'une loi de réconciliation. Une réconciliation appelée de leur vœu par les agriculteurs. Une réconciliation entre l'urgence climatique et l'urgence de produire davantage pour reconquérir notre souveraineté alimentaire. Pourquoi ce projet de loi semble-t-il fâcher tout le monde, agriculteurs, ONG, écologistes? La France, dont le nombre d'exploitations agricoles s'effondre depuis l'après-guerre, saura-t-elle trouver enfin un modèle agricole durable pour le vivant, pour les agriculteurs et pour nos assiettes? On en débattra ce soir. Avant de vous retrouver en fin d'émission, Marie Bonisseau, et Xavier Mauduit pour vos chroniques. Oui, Elisabeth, et le parquet national financier vient de lancer une enquête qui vise Dominique de Villepin à propos de statuettes qu'il a reçues quand il était ministre des Affaires étrangères. Statuettes de Napoléon. Dévoilons tout ça, c'est Napoléon. Napoléon tout nu, tout à l'heure. Tout ça, c'est votre faute. Et après les statuettes de jardin. Oui, un débat de fond ce soir, pour ou contre les nains de jardin. L'Angleterre se déchire, même le roi a un avis. Ah bon? Oui, il les adore, je suis sûre. Et pour commencer, à quoi ressemblera notre planète, notre monde en 2055 si nous réussissons à atteindre la neutralité carbone, l'objectif, le Graal, fixé par l'accord de Paris en 2015? La géographe Magali Regueza-Zit veut croire à un sursaut généralisé, à une décarbonation des économies et des usages, et décrit dans son nouveau bouquin La vie quotidienne dans un monde zéro carbone. Elle aura 77 ans en 2055, moi j'en aurai 92. Je sucrerai les fraises. Et vous, on la retrouve tout de suite. Magali Regueza, bonsoir. Je vous présente Anne Ndiaye et Benjamin Sportouche. Bonsoir. Et une question en préambule, il y aura des fraises en 2055 ? Ça dépend de nous. Ça dépend si on arrive effectivement à atteindre sa neutralité carbone. Et oui, l'idée, c'est aussi qu'on garde des fraises. Certes, pour pouvoir les sucrer. Bienvenue en 2055 aux éditions du Seuil. On va explorer et on va aller plus loin après votre profil réalisé par Gaël Legras. Magali Regueza-Zit, vous êtes spécialiste des questions environnementales et urbaines. Dans Bienvenue en 2055, vous décrivez une planète où la neutralité carbone sera atteinte. Pour imaginer un monde nouveau dans 30 ans, vous avez le profil idéal. Agrégé de géographie, vous soutenez en 2006 une thèse de doctorat intitulée « Réflexion autour de la vulnérabilité métropolitaine, la métropole parisienne face au risque de crue centennale ». Vous prolongez ce travail en publiant Paris coule-t-il en 2012. Identifié par les médias comme l'experte en inondation, vous êtes sollicité pour évoquer la saturation des lacs anti-crues en amont de la capitale en 2013. Aujourd'hui, par exemple, ils ont permis d'éviter des inondations beaucoup plus importantes dans l'Aube, dans les départements qui aujourd'hui sont touchés. Ils ne permettent pas d'empêcher malheureusement la Seine de déborder. Mais aussi lorsque la ville de Cannes subit une énième catastrophe liée à l'urbanisation excessive qui prive le littoral de protection contre l'eau. Ce sont des maisons qui sont construites de plein pied, c'est-à-dire que c'est souvent des gens qui sont prisonniers, soit dans des garages, soit dans des rez-de-chaussée. Donc cet urbanisme de plein pied, il a fait énormément de mal. Vous vous penchez également sur les conséquences du réchauffement dans Des hommes et des risques. Membre du Haut Conseil pour le climat de 2019 à 2023, vous alertez sur la trajectoire empruntée depuis le début de l'ère industrielle. La canicule de juillet 2019, elle a, dans un climat modifié par l'homme, 600 fois plus de chances de se produire que dans un climat non modifié. Pour le dire autrement, en 1900, cette canicule, elle aurait été quasiment impossible. Aujourd'hui, vous adoptez la posture optimiste qui consiste à imaginer que le réchauffement climatique est stabilisé en 2055. L'utilisation du charbon, du pétrole et du gaz fossile s'est effondrée, le plastique a presque disparu, la consommation de produits d'origine animale a baissé de moitié et nous sommes devenus plus sobres. Page 157, vous écrivez d'ailleurs « Je rêve d'aller expliquer à mes congénères des années 2020 qu'en 2055, on ne vit pas dans des cavernes, qu'on ne s'éclaire pas à la bougie et que je ne suis pas devenu une amiche. »
C'est un petit clin d'œil à une formule d'Emmanuel Macron, on ne reviendra pas dessus. On peut rappeler ce que c'est que la neutralité carbone. C'est l'équilibre entre les émissions de gaz à effet de serre et leur absorption par les puits de carbone, c'est ça? C'est le fait Autrement dit, les océans, les arbres. Exactement. Et aussi de la technologie humaine. C'est le fait de ne plus ajouter aucune molécule de CO2 d'origine humaine dans l'atmosphère. Alors, en 2055, neutralité carbone. Néanmoins, vous dites, il n'y aura plus les 4 saisons que nous avons connues. Alors, il faut bien savoir que tant qu'on n'atteint pas cette neutralité carbone, le climat continue à changer. Tant qu'on ne l'a pas atteint, il a continué à changer. Et donc, on est arrivé en 2055, dans la trajectoire actuelle. On est à peu près à 2 degrés au niveau mondial. Plus 2 degrés. Plus 2 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle. Donc, en gros, aux années 1900. Et en France, on est à peu près à 2,7. Ça change quand même beaucoup, beaucoup la France. Autrement dit, l'été, il y a des canicules, des pics caniculaires, plus 40, plus 49 degrés. On atteint le 50. À Paris, dans le sud. Bien sûr, on atteint le 50 à l'ombre. Et puis, ça commence beaucoup plus tôt. D'ailleurs, on le voit. Hein. On est en mai. On annonce là ce week-end des pics à 30. Ça va aller plus tard. Donc, on a vraiment une modification. Il faut savoir que, et ça aussi c'est important, ni vous ni moi n'avons jamais connu un climat réchauffé à ce niveau-là. En fait, on ne connaîtra plus jamais le climat qui était le nôtre quand on était enfant. Avec les fameuses 4 saisons. Mais dans le 28 minutes de 2055, dans cette émission, il y aura une table qui sera plus en plastique. On sera habillé comment, en fait, pour Alors, effectivement, on va devoir être à la page? On va devoir se passer des matières fossiles. Et donc, par exemple, le plastique, ça consomme énormément d'hydrocarbures, énormément d'énergie. Mais là aussi, on a plein de moyens. On va apprendre à désemballer. Enfin, on emballe tout aujourd'hui. On va aussi trouver des solutions alternatives, notamment des plastiques alternatifs. Cette table, elle pourrait être en bois, par exemple. Ou alors des plastiques biosourcés. Vous évoquez ça aussi. C'est quoi du plastique biosourcé? C'est des plastiques qui sont fabriqués à partir de matières biologiques. Donc, on a plein d'innovations en cours. Mais c'est aussi l'idée d'en faire moins pour les réserver des usages essentiels. Par exemple, nos vêtements ici sont tous en plastique, en fait. Sauf peut-être vous avez la chance d'avoir des vêtements zéro synthétiques. Mais alors, ils seront en quoi? Alors, ça peut être en laine, ça peut être en chanvre, ça peut être en lin, fibre végétale, ça peut être aussi des nouvelles fibres textiles avec du recyclage, ça peut être par exemple des matières qu'on va réemployer et réutiliser, ça peut être aussi du recyclage de vieux vêtements. De la deuxième main, mais vous êtes en train de dire que 2055, il n'y a plus de fast fashion, y compris pour les gens dont le pouvoir d'achat est vraiment et sera réduit et qui auront recours à ça parce qu'ils ne peuvent pas se payer des vêtements de meilleure qualité? Oui, parce qu'il n'y a plus de fast fashion, parce qu'en fait, la fast fashion, ça veut dire que vous allez, parce que vous êtes pauvre, avoir accès à des vêtements de tellement mauvaise qualité qu'au bout de 3 lavages, ils sont plus utiles, on ne peut même pas les recycler. Alors que là, on va avoir des vêtements de qualité qui durent, mais ça ne veut pas dire que derrière, on arrête toute l'industrie textile, au contraire. Mais on va retrouver peut-être du sur-mesure, on va retrouver les métiers de la couture, les métiers de la mode. Vraiment, c'est une transformation des métiers de la main, le métier manuel, avec des métiers qui ont plus de sens, qui demandent évidemment de revoir la formation, l'enseignement. Il va falloir recréer ces filières professionnelles qui sont loin d'être les filières poubelles qu'on décrit aujourd'hui. On va réinventer le petit commerce, on va réinventer... En fait, l'idée, c'est de réinventer une société dans laquelle le mieux, c'est substituer au plus, sans que ça dégrade nos conditions de vie. Alors, il y a un endroit en Seine-Maritime, une petite ville qui s'appelle Malonnet, dont on va parler avec vous, Magali Reguezza, et avec vous, Anna, qui fait office de meilleure élève de la transition écologique en France. Oui, bienvenue à Malonnet, ville de 6200 âmes dans l'agglomération de Rouen. Et depuis déjà 20 ans à Malonnet, on déploie tout un arsenal de mesures écologiques pour espérer atteindre la fameuse neutralité carbone d'ici 2050. Les eaux de pluie sont récupérées, les abribus sont végétalisés, il y a des panneaux photovoltaïques partout dans la ville et des chaufferies alimentées au bois pour réchauffer les bâtiments publics. La liste est longue, mais les résultats surtout sont là. Malonnet a reçu la plus haute distinction, 5 étoiles tout de même, du label Territoire engagé pour la transition écologique. Depuis 2006, les émissions de gaz à effet de serre ont été divisées par 2 et la ville a généré 35% d'économies d'énergie, preuve que ça marche. Cerise sur le gâteau, les impôts locaux là-bas ne sont pas plus élevés qu'ailleurs et surtout, les habitants qui ont été très impliqués dans le projet depuis le début sont aujourd'hui très fiers de cette grande réussite collective. Alors est-ce que pour mener une transition écologique dans les villes, il faut absolument compter sur l'engagement des citoyens? Bien sûr, mais pas que. Parce que ce qu'on voit en fait dans la transition, c'est que vouloir et pouvoir, c'est pas la même chose. Et que donc, il faut qu'à un moment, le collectif, les structures publiques, privées, donnent à chacun la possibilité d'agir à la hauteur de ses moyens. Et en fait, ce qu'a fait Malonnet, c'est pas juste une transition écologique. Ils ont réglé des problèmes de logement, ils ont réglé des problèmes de pouvoir d'achat,
ils ont réglé des problèmes de santé. Vous disiez tout à l'heure, on va manger moins de viande. D'abord, on ne va pas manger C'est pas zéro. moi qui l'ai dit, c'est vous qui vous dites on mangera 50% de moins de viande. D'ailleurs, je voulais vous poser une question à propos de ça. Qu'est-ce que vous faites des éleveurs, des paysans? Qu'est-ce qu'ils deviennent? La viande qu'on mange aujourd'hui, ceux qui ont accès, les ménages les plus défavorisés ont accès à une viande de très mauvaise qualité. Alors que manger... Souvent importé. Alors qu'en fait, manger de la très bonne viande, qui est payée plus cher, donc l'éleveur touche plus d'argent, est fier de son métier, c'est pas mauvais pour la santé. Parce que ce qu'on voit aujourd'hui, la consommation, c'est d'abord un problème de santé publique, plus de maladies, etc. Obésité. Si on appliquait les recommandations de l'OMS pour avoir une santé par rapport à son alimentation qui soit bonne, vous savez, les 5 fruits et légumes, etc., on serait déjà dans les clous de la neutralité carbone. L'une des clés de la transition, vous dites, c'est l'électrification. En même temps, on a envie de vous dire, mais qu'est-ce qu'on fait pour recycler les métaux rares qui servent justement aux batteries notamment? On a l'impression que c'est un puits sans fond, il faudra bien s'en occuper. Ça veut dire que c'est pour ça qu'on parle en fait de transition, c'est pour ça qu'on parle... C'est en fait une révolution industrielle, une révolution agricole, une révolution énergétique. En fait, ce qu'il y a derrière, c'est qu'il va falloir reconstruire des filières. Et c'est pour ça que dans le livre, je dis la première condition de la transition, c'est la réindustrialisation. Oui, ça surprend. Bien sûr, c'est la réindustrialisation parce qu'il va falloir qu'on fabrique, il va falloir qu'on reforme, il va falloir qu'on crée les métiers du désassemblage, les métiers du recyclage. C'est un champ d'innovation incroyable, c'est un champ d'emploi incroyable. Bien sûr, il va falloir reconvertir. Mais il y a des tas de métiers qui peuvent être, dont les compétences peuvent être réutilisées pour aller dans le bon sens. Et là encore, en fait, la transition, la décarbonation, c'est pas juste un problème à résoudre. En fait, c'est la solution à nos problèmes actuels. Est-ce que vous pouvez commenter cette image? Très belle illustration. L'illustrateur s'appelle Marc Batty. Oui. Il est magnifique. Qu'est-ce que c'est? C'est justement l'idée qu'il n'y a pas un chemin de transition. Ce que vous voyez ici, c'est diverses options pour l'agriculture. Vous avez d'un côté ce qu'on appelle l'agritech, c'est-à-dire une agriculture qui va s'appuyer sur le progrès technologique, sur l'intelligence artificielle. Des robots désherbeurs. Bien sûr, sur les robots, sur tout ça. Et puis une agriculture aussi qui va s'appuyer sur les services écosystémiques, c'est-à-dire le potentiel, par exemple, des sols, le potentiel en gros de la nature à elle-même aider l'agriculture. Et vous voyez, il y a de l'élevage. Il y a de l'élevage. Bien sûr qu'il y a de l'élevage. Il y a des haies. Il y a des haies, il y a des forêts, et vous avez des formes différentes, et vous avez des paysages. C'est pas moche. Et vous avez une architecture, on dirait l'architecture de Jacques Couel, les maisons bulles des années 70. C'est un peu. Alors ce qui est aussi intéressant, c'est que c'est un illustrateur, et l'idée, c'était justement. C'est son imaginaire à lui. L'idée, c'est pas de contraindre les imaginaires, c'est de permettre à chacun de se projeter dans ce futur. Une dernière question à propos des villes. Il n'y a pas que les prairies et l'agriculture, il y a aussi les villes. En 2055, vous dites que les villes auront une caractéristique, elles seront silencieuses. Oui, parce que... Alors là, c'est pareil, ça semble contre-intuitif. On aura moins de circulation. Donc... Tout le monde roulera à l'électrique? Ou en vélo? Même les personnes âgées, il y aura de plus en plus de personnes âgées? Alors les personnes âgées, on pourra... Alors là aussi, c'est le véhicule individuel. On va pouvoir développer des modes de transport en commun collectifs. Et quand vous êtes en collectif, par exemple, pour une personne âgée, ça rompt l'isolement. Du transport à la demande. On aura des rues plus sûres, parce qu'il y a moins d'accidents. On aura des rues aussi où on entend les oiseaux. On aura des rues plus vertes. Enfin, on peut imaginer en fait plein de choses en se disant que ce qui semblait punitif est en fait une manière d'améliorer la vie des gens. C'est formidable, c'est une antidote à l'éco-anxiété. Vous réenchantez le futur qui nous semblait plombé. Merci pour ça. C'est Au Seuil, bienvenue en 2055. Votre ouvrage sort demain, Magali Regaza-Zit. Merci infiniment. Et bien justement, on va parler d'agriculture. On passe à notre débat sur les enjeux auxquels fait face l'agriculture française. Projet de loi urgence agricole élaboré par le gouvernement après la fronde anti-Mercosur, discuté depuis mardi à l'Assemblée. Ce projet de loi pourra-t-il réconcilier les écologistes et les paysans ou les agriculteurs, les impératifs économiques et la protection du vivant, la souveraineté alimentaire et la sobriété des usages agricoles? On en parle après la mise au point de Sandrine Le Calvez. « 2309 amendements, 2 semaines de débats. Les députés ont débuté mardi l'examen du projet de loi d'urgence agricole. Un texte de réconciliation, selon les mots de la ministre de l'Agriculture, entre l'urgence écologique et l'urgence de produire. Une réconciliation dont nous avons voulu, le Premier ministre et moi-même, qu'elle soit la plus large possible en construisant un texte du quotidien. Un texte qui apporte des réponses concrètes à des difficultés concrètes. Le texte est censé répondre à la colère des agriculteurs qui se sont mobilisés partout en France ces derniers mois, notamment contre l'abattage préventif des cheptels en pleine épidémie de dermatose nodulaire et contre le Mercosur. On ne va pas se laisser faire et on ne va pas se laisser marcher dessus.
et on existe. Les agriculteurs ont-ils été entendus? Le texte annoncé au départ comme resserré aborde une multitude de thèmes. Cela va de la prédation du loup aux achats patriotiques pour les cantines, en passant par l'allègement des obligations pour construire des ouvrages de stockage d'eau ou des bâtiments d'élevage. Le gouvernement a néanmoins pris soin de ne pas réintroduire des pesticides controversés. La ministre de la Transition écologique en a fait une ligne rouge en attendant un possible rebondissement au Sénat. Madame la ministre, il n'y a pas d'agriculture sans écologie. C'est pourquoi aussi nous nous opposons à la réintroduction de certains pesticides interdits. Au final, le texte provoque plus de division que d'adhésion dans la classe politique comme dans les rangs des syndicats. Son intention, elle est claire, c'est d'accélérer vers un modèle productiviste, l'agrandissement des fermes, l'accaparement de l'eau, mais aussi de voir réapparaître des néonicotinoïdes. Alors le projet de loi répond-il aux urgences de tous les agriculteurs? Ou a-t-il été écrit par la FNSEA, premier syndicat agricole de France, comme ironisent ses détracteurs? Comment trouver un modèle agricole commun et durable? Eh bien, on va voir ce qu'en pensent nos trois invités. Jean-Luc Duval, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes vice-président de la coopération agricole, vous êtes éleveur de bovins et vous produisez des pommes à cidre. Dans quelle région? En Normandie. En Normandie, vous avez combien de bêtes? 250 et une vingtaine d'hectares de vergers en pommes à cidre. Très bien. Et selon vous, à travers cette loi d'urgence agricole, il s'agit d'avoir la confirmation que la France est une grande nation agricole. Vous considérez qu'il faut libérer les capacités de production. Certes, ajoutez-vous, il faut des règles, mais trop de contraintes expliquent que notre balance commerciale soit cette année, enfin pour 2025, presque négative. À côté de vous, Laure Ducot, bonsoir. Vous êtes ingénieure agronome, directrice de campagne pour l'ONG Bloom. Vous avez publié il y a 2 ans le livre « Les frites viennent des patates ». Oui, parce que tout le monde n'est pas censé forcément le savoir ou s'en souvenir. Non, malheureusement non. Et selon vous, avec ce projet de loi d'urgence, on a fait des cadeaux aux tenants de l'agriculture productiviste et industrielle, comme la FNSEA. Et vous ajoutez, c'est un énième coup porté à l'écologie depuis 3 ans, depuis les enchaînements de lois d'orientation agricole. Et à Aurélie Catalo, bonsoir, directrice du programme Agriculture et Alimentation France à l'IDRI. Selon vous, une 3e loi agricole en 3 ans, cela montre qu'on essaye de redonner par tous les moyens des perspectives à la profession, à l'agriculture, mais vous ajoutez, il n'y a pas un monde agricole en France, il y a quantité de mondes agricoles. Et on va démarrer le débat avec le chiffre du jour, Benjamin. Le projet de loi d'urgence agricole, donc, dont les débats viennent de commencer, est passé de 23 à 45 articles après son examen en commission de l'Assemblée nationale, sans compter les 2300 et quelques amendements qui ont été déposés par les différents groupes politiques, ce qui fait dire à certains que c'est un texte fourre-tout. Vous, Aurélie Catalo, vous parlez de texte karaoké. Pourquoi donc? C'est un texte hétéroclite dans lequel on a pour partie des dispositions relativement consensuelles, par exemple celles qui sont relatives à la préférence communautaire pour l'approvisionnement de la restauration collective. Et d'un autre côté, on a des dispositions qui sont beaucoup plus clivantes, au premier rang desquelles celles qui sont relatives à l'irrigation et à l'agrandissement des bâtiments d'élevage. Jean-Luc Duval, c'est la bonne réponse à la crise agricole que vous traversez? C'est une réponse. Enfin, moi, j'appelle de mes voeux au fait qu'on retrouve un peu de calme et de sérénité sur le sujet agricole. Enfin, il fallait une loi pour ça. Ce qui se passe à l'Assemblée nationale, enfin, voilà, le paysan que je suis est un peu étonné, enfin, pas étonné de ce qui se passe, parce qu'on a une Assemblée qui est quand même très clivée et très clivante. Voilà, moi je pense qu'on a besoin de raison sur le sujet. Je considère, ça a été dit par vos propos tout à l'heure, que la France est un grand pays agricole. Voilà, notre histoire elle est faite, on sait produire de l'agriculture, on s'est doté d'un certain nombre d'outils. On est le premier producteur agricole de européen. Transformation, de recherche. L'INRA n'existe pas dans les autres pays. Il y a peu de pays qui se sont dotés de cet outil INRA. Donc voilà, moi je dis, voilà, retrouvons un peu de sérénité sur le sujet. On peut avoir un peu de savoir ce que la méthode de produire peut nous amener à un certain nombre de débats. Mais c'était dit aussi, la France est un jardin. Et elle est aussi sur une diversité de territoires, de terroirs. L'agriculteur-éleveur que je suis en Normandie, par rapport à mes collègues d'Occitanie ou viticulteurs dans l'Hérault, c'est des différences très fortes. On a besoin de retrouver un peu de sérénité. Enfin, moi, j'en appelle de mes voeux. Laure Ducot, ce qu'il fallait justement pour cela un texte de loi, parce qu'il faut de la sérénité, faire retomber un peu les tensions. C'est ce que se veut ce texte de réconciliation. Oui, sauf que ce n'est pas un texte qui se veut apaisant pour tous les agriculteurs. On le disait en introduction, il y a des agricultures en France. Et là, ce texte-là, c'est un cadeau, je le dis aussi en introduction, mais aux
tenants d'une agriculture donc productiviste. Pas tout le monde, parce qu'en fait, la colère des agriculteurs, elle vient d'où à l'origine? Elle vient de la question de la rémunération. Elle vient de pouvoir vivre dignement de son métier. Or là, comme Aurélie le disait, Aurélie Catalo, il y a certains articles qui concernent la rémunération, mais beaucoup d'autres qui en fait concernent une minorité d'élevage, une minorité d'agriculteurs. La rémunération, 43% des agriculteurs vivraient sous le SMIC. Tout à fait. Très peu. Par contre, les dirigeants de coopératives agricoles, je ne sais pas ce qu'il en est, parce que vous n'êtes pas que paysans, vous êtes aussi dirigeants de coopératives, ont des salaires qui sont mirobolants. Donc en fait, c'est ça. En fait, on a des différences de salaire, on a des différences de conditions de travail dans la profession. Et donc ce texte répond à une agriculture qui est une agriculture industrielle. Réponse d'Angélique Duval et ensuite Aurélie Catalo. J'ai pas de salaire. Je ne suis pas salarié, je suis responsable dans ma coopérative et j'ai des indemnités journalières qui me permettent de me libérer de mon exploitation pour pouvoir me faire remplacer. Je touche 150 € par jour d'indemnité journalière et avant de rentrer sur ce studio, j'ai eu mon salarié au téléphone qui m'a expliqué que le tracteur avait pris feu dans les vergers chez nous. Voilà, c'est juste ça, c'est le fait. Voilà, je souffre. Vous parlez vraiment de l'ensemble. Non mais voilà, je voudrais rétablir un petit peu les choses et sur l'élevage et autres. Il y a une question de revenus, mais il y a aussi une question de place de l'agriculture. L'agriculture est très interrogée dans notre société, et il y a une question de charge mentale. Je le dis, et pas que du gros agriculteur ou du grand agriculteur. Moi j'ai échangé chez moi avec une agricultrice qui s'installait avec 900 poules, et qui avait une association en face d'elle pour dire qu'elle n'avait pas le droit de s'installer. Charge mentale pour certains jusqu'au désespoir et au suicide. Elle n'a pas pu s'installer. Oui, sur la question des revenus agricoles, elle est évidemment fondamentale dans ce qui inquiète la profession agricole elle-même, mais aussi les acteurs des industries agroalimentaires et puis les politiques. Mais en fait, là à nouveau, le maître mot, c'est l'hétérogénéité. On a des agriculteurs qui gagnent très bien leur vie en France, et tant mieux. Oui. C'est globalement plutôt le cas, par exemple, des éleveurs porcins. Les producteurs de pommes de terre dans la moitié nord de la France, ils gagnent plutôt bien leur vie. Non. Les céréaliers, depuis 2024, sont devenus les pauvres de l'agriculture française. Avec, vous dites, 3 000 € par an, c'est le revenu comptable avant impôt en 2024 des céréaliers est de 3 000 € sur l'année. Ils ont perdu 75% de leurs revenus. À cause des aléas climatiques. Parce que 2024 était une très mauvaise année. Autre sous-secteur, on va dire, agricole, qui a vu une très forte baisse de ses revenus agricoles, c'est la viticulture. Et c'est pas pour rien qu'on a notamment cette loi d'urgence agricole. Céréaliers, viticulteurs, ce sont traditionnellement des représentants plutôt puissants de l'agriculture française politiquement et des exportateurs. Et donc elle apporte des réponses à ces gens-là ou pas, cette loi ? Ils demandent aux politiques des réponses d'urgence, entre guillemets, face à leur état de santé économique. Et une autre partie de la profession agricole, elle, voit plutôt une tendance de fond, de perte de vitesse de la France par rapport à la concurrence européenne et extra-européenne, dans un modèle productiviste, et eux aussi cherchent à avoir une libéralisation de leur potentiel de production pour pouvoir essayer de gagner cette course à la productivité. Est-ce que dans les problèmes se surajoute ce qui se passe en ce moment, la crise au Moyen-Orient, le blocage du détroit d'Ormuz et le prix des engrais phosphatés, pour ceux qui en utilisent, qui devient fou et qui a augmenté de manière exponentielle ? Clairement, enfin, je veux dire, et j'étais au ministère de l'Agriculture il y a quelques jours pour une réunion sur le fait qu'on réouvre un peu les négos avec nos clients que sont la grande distribution pour ajuster un peu les prix, parce que vous avez parlé d'engrais, mais avant il y a l'énergie, c'est-à-dire que on n'est plus à la traction animale, on est à la traction avec des tracteurs et autres, et on est encore à l'énergie fossile. Peut-être qu'un jour on parlera d'énergie électrique. On a aussi des problèmes de transport. Quand vous êtes une coopérative agricole, vous transportez des tonnes. Moi, dans mon secteur, je transporte 120 000 tonnes de pommes. Donc il faut des camions pour transporter ça, et donc ça a évidemment des conséquences très fortes sur les coûts de transport. Vous avez évalué le coût de la facture, l'augmentation du coût de votre facture, par exemple ? On peut considérer que, pour l'instant, on est autour de 13% d'augmentation des coûts de transport. Et puis on a un autre sujet de produits à partir de la pétrochimie, qui sont les emballages. On avait des stocks dans nos usines, c'est-à-dire que quand vous mangez un yaourt, il faut un contenant, et donc c'est à partir de la pétrochimie, on peut penser ce qu'on en veut, mais c'est comme ça que ça se passe à l'heure actuelle. Et là, on parle d'augmentation de 50%. Alors, on va évoquer avec vous trois et avec Anna un sujet qui fâche quant aux différents sujets abordés par ce projet de loi, c'est le stockage de l'eau, Anna, et le captage de l'eau aussi. Oui, 2 points particulièrement sensibles, vous l'avez dit, la question du stockage de l'eau d'un côté et celle du captage de l'eau de l'autre. Le stockage de l'eau, ce sont les méga-bassines. Le projet de loi prévoit notamment d'en faciliter la création pour irriguer l'agriculture en allégeant certaines règles. Dans l'article 5, par exemple, il est question de supprimer les réunions publiques jusqu'alors obligatoires
par de simples permanences. L'association France Nature Environnement regrette déjà le manque de débat à venir, constitutif selon elle de tensions dans les territoires. Mais cet article 5, il renforce aussi le pouvoir des préfets qui vont pouvoir temporairement autoriser des prélèvements d'eau en contournant des décisions de justice. Et puis, l'autre point sensible, c'est la question donc du captage de l'eau. Sur les 33 000 points de captage que compte la France, un tiers serait aujourd'hui pollués par le nitrate, les pesticides, selon le ministère de la Transition écologique. Et l'article 8 envisage de ne protéger désormais que les points de captage dits prioritaires. En volume, ça représente 5 fois moins que les points de captage dits sensibles qui sont actuellement protégés. Et c'est un recul environnemental majeur pour les associations environnementales, tandis que la FNSEA, de l'autre côté, réclame, elle, depuis plusieurs années, la simplification des règles d'épandage à proximité des points de captage d'eau. Jean-Luc Duval, je me tourne vers vous parce que vous êtes agriculteur, naturellement. Est-ce que vous êtes pour la création de ces méga-bassines, par exemple ? Alors, je n'ai surtout pas utilisé le terme, je vais parler de stockage de l'eau. Enfin, je veux dire, alors c'est l'agriculteur normand qui vous en parle, hein, mais j'ai des collègues, parce que l'eau, quand on capte de l'eau en France, ça reste très minimum par rapport à d'autres pays qui sont autour de nous, hein, entre l'Italie et l'Espagne, qui sont à 10 et 20% de captation de l'eau. Nous, on est autour de 1%. Et il y a 5% des exploitations françaises qui irriguent. Donc voilà, il faut aussi qu'on remette un peu les choses, l'église au milieu du village sur le sujet. Moi, je pense qu'on a besoin de débattre autour de ce bien précieux qu'est l'eau. Enfin, je veux dire, j'ai pas de sujet sur le sujet. Enfin, j'ai pas de problème à en parler. Par contre, à un moment donné, on voit bien qu'on atteint des ruptures. Enfin, moi, je souffre pour mes collègues agriculteurs qui sont en région. Parce qu'on est en état de stress hydrique. Oui, et puis je parlais de la charge mentale tout à l'heure. Quand vous avez des ouvrages, comme on vient de voir tout à l'heure, qui ont été vandalisés à coups de cutter, en France, quand vous vous promenez et vous regardez une réserve d'eau, on dirait un camp militaire. C'est-à-dire qu'il y a des barbelés, il y a des caméras, et c'est théorisé. Enfin, c'est même théorisé par certaines ONG de dire que ça va entrer des coûts supplémentaires et donc on fera qu'on ne pourra pas le faire. Moi, je regrette ça. Oui. Moi, la réunion publique, je l'appelle de tous mes voeux, mais avec un peu de réserve. Lors du coup, sur la question. Alors là, on va se rejoindre avec Jean-Luc Duval sur le fait qu'on a besoin de dialogue, et donc de démocratie. Ouais. Et en fait, ce qui est très grave, et merci pour la présentation, parce qu'en fait, là, le gouvernement est une fois de plus en train de détruire tous les contre-pouvoirs démocratiques. C'est-à-dire qu'on on empêche d'avoir des réunions permanentes, des réunions, donc ça veut dire que c'est remplacé par des permanences localement, ça veut dire qu'il n'y aura plus de débat. Les citoyens peuvent venir, mais il n'y aura pas de discussion, donc pas de politique au sens original du terme. Le fait de s'asseoir sur la décision du tribunal, mais c'est gravissime. C'est-à-dire que là, le gouvernement dit qu'on va donner plus de pouvoir au préfet pour que si un tribunal rend une décision, il ne la respecte pas. Mais c'est pour lutter aussi contre les obstructions de principe des associations qui diraient non à toute méga-bassine, non, pour être clair. Mais en fait, les écologistes n'agissent pas pour le plaisir. En fait, ils répondent à une question d'intérêt général, c'est-à-dire qu'ils soulèvent des enjeux. Parce que si M. Duval, pour lui, c'est pas l'intérêt général, justement. Mais la question, quelle est-elle ? La question, elle est, est-ce qu'on peut produire suffisamment pour tout le monde, de façon saine, c'est-à-dire de prendre soin de la santé de tout le monde, y compris des agriculteurs, des agricultrices, et sur le long terme. Aujourd'hui, on pourrait faire ça, on saurait le faire, et on ne le fait pas. Comment ça, on saurait le faire ? Les instituts techniques, ça, Aurélie Catalo pourra nous en parler très bien. En fait, c'est déjà prouvé, on saurait nourrir tous les Européens et les Européennes de 2050 sans engrais, sans pesticides chimiques. Ça, c'est prouvé. Et je termine quand même sur l'enjeu démocratique, parce que c'est gravissime quand même de contourner la justice. Le gouvernement veut aussi se débrouiller dans un futur véhicule législatif, il veut se débrouiller pour réintroduire... Les néonicotinoïdes, alors que le Conseil d'État a retoqué ça. Enfin, en fait, et il veut pour les élevages. C'est dans le cadre de la loi du plomb. Il veut sortir les élevages de la législation actuelle pour que ce soit le gouvernement qui légifère par ordonnance. Donc en fait, s'asseoir sur le pouvoir des parlementaires. Alors justement, en fait, on est vraiment. Parler des pesticides et des néonicotinoïdes. Laurent Duplomb, qui est sénateur républicain de la Haute-Loire, à l'origine d'une loi pour la réintroduction de ces pesticides, qui a été censurée par le Conseil constitutionnel, n'entend pas renoncer à son projet. Écoutez. On doit pouvoir parler des produits phytosanitaires. On ne peut pas continuer de jouer cette politique qui consiste à balayer la poussière sous le tapis tout en regardant s'effondrer l'agriculture française. Parce que la réalité, c'est que quand on met l'écologie au-dessus de tout et qu'on fait que l'agriculture française ne produit pas, la réalité, c'est qu'elle importe. C'est-à-dire qu'à force de cumuler des interdits, à force de cumuler des contraintes, on empêche de produire en France. Aurélie Catalo, on empêche de produire en France parce qu'on a des normes trop fortes, trop réglementaires, et on importe.
Non, mais c'est une manière très dogmatique de poser la question. On a besoin de règles pour encadrer la manière dont on produit en France, ça c'est clair. Donc si on reprend le sujet des infrastructures d'irrigation, par exemple, il faut arrêter d'être dans une posture si caricaturale de se dire soit je suis contre toute construction d'infrastructures d'irrigation, soit on considère que les agriculteurs ont un accès illimité à une ressource qui est limitée. Ce sont deux visions très polarisantes, irréconciliables. Mais pardon, on importe bien des aliments aujourd'hui qui sont utilisés, ou des pesticides ont été utilisés pour les faire pousser, pour les mettre dans nos assiettes. Donc pourquoi ne pas les utiliser en France? Voilà ce que dit Duplon. Oui, mais alors là, sur ce sujet-là, c'est un des rares sujets qui est consensuel. Précisément, appliquer une forme de réciprocité des normes sur notamment les pesticides, globalement, personne ne s'y oppose en France. Donc, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est d'essayer de trouver un juste milieu, d'éviter les législations de principe et d'avoir plutôt une législation de responsabilité dans laquelle on va dire sur l'irrigation, par exemple, pourquoi pas dans certains territoires pour lesquels la ressource en eau est suffisamment disponible et pour lesquels cette eau va servir à améliorer la souveraineté alimentaire du pays. Ça, c'est une voie de passage assez moi, j'appelle ça de mes voeux. J'étais avec mes amis des Deux-Sèvres il y a quelques temps. Hein. Ils pompaient dans la nappe. Hein. Enfin, je veux dire et là, on a fait des réserves de substitution, c'est-à-dire qu'on a rempli lorsqu'il tombe de l'eau. Enfin, il y a des fois, je me dis un peu de bon sens paysan. On appelle ça du BSP chez nous sur le fait que et l'INRA le dit aussi en disant à un moment donné, quand il pleut un peu trop, on sait bien que le changement climatique va faire qu'il y a des précipitations qui vont être un peu plus violentes à certains moments et des manques d'eau à d'autres moments. Voilà, moi, je suis pas un grand scientifique, mais je suis juste Jean-Luc Duval, sur les néonicotinoïdes et la réintroduction désirée par le sénateur Duplon, on a bien compris. Comment on réconcilie ceux qui font de la betterave, de la noisette, de la pomme ou de la cerise et les abeilles, la nécessité de protéger les pollinisateurs? Comment on réconcilie je vous l'ai dit, je suis planteur de vergers à cidre, de pommes à cidre. Donc moi, les pollinisateurs, j'en ai surtout besoin. Enfin, je veux dire que c'est clairement le sujet. Donc les abeilles. Mais il m'arrive de temps en temps d'avoir des ravageurs dans mes vergers sur lequel qui est une population que je n'ai pas envie parce que ça met en péril ma récolte. Voilà, mes copains producteurs de noisettes, Unicoque, qui est une coopérative qui est sur la production de noisettes, on commence à avoir quelques des pistes, produits de substitution pour éviter les néonicotinoïdes. Clairement, tout le monde appelle de ses voeux ce genre de travail et autres. On est vraiment dans cette logique-là. Mais voilà, je pense qu'il y a besoin de remettre un peu. Alors c'est peut-être mon tempérament normand qui veut ça, mais d'essayer de caper un peu le jeu. Mais lors du coup, il y a un autre sujet que l'agrandissement des élevages, c'est-à-dire élever davantage de poulets. On en consomme énormément en France, on en a parlé ici même. Plutôt que de les importer, pourquoi ne pas faire des grandes fermes avec 900 poulets comme cette agricultrice voulait le faire en France plutôt que de les importer? Pourquoi ne pas le faire? En France, c'est rien. Là, on est plutôt sur le projet de loi, c'est plutôt sur du 80-85 000 ans. Donc, c'est des énormes élevages. Donc, le constat selon lequel on importe plus de la moitié de notre consommation de poulet. Oui. On le partage, c'est factuel. Le constat selon lequel on a besoin de produire plus de poulets en France pour répondre à cette demande, tout en peut-être réduisant la consommation de poulet, qui est excessive aujourd'hui au regard de ce que la planète peut supporter. On est d'accord aussi. Mais est-ce qu'on a besoin, pour répondre à cette demande, d'avoir des élevages de 70, 80, 85 000 poulets ? En fait, on sait faire de l'élevage différemment. Jean-Luc Duval parlait d'une collègue qui voulait s'implanter avec 900 poulets. C'est quand même beaucoup plus raisonnable. L'élevage extensif pourrait satisfaire la demande actuelle. Bien sûr, on sait faire de façon, mais avec plus d'emplois aussi. C'est aussi au service d'une économie. Bon, la question se pose de l'avenir des agriculteurs. En France, en 1955, il y en avait 2,5 millions d'exploitations. Cette année, moins de 400 000. Y aura-t-il encore des paysans en 2050 sur le sol français? Inquiétude qui n'est pas nouvelle. Regardez notre archive, elle date de 1994. On comptait en 1979 plus d'1 200 000 exploitations agricoles et seulement 800 000 l'an dernier. Reportage de nos correspondants dans le sud-ouest, Sandrine Meurck, Olivier Combe. Comme beaucoup d'exploitants de son âge, David a le spleen de l'agriculteur. Ses 3 garçons ne reprendront pas la propriété qu'il tient lui-même de ses parents. Sa retraite menace de se solder par 3 110 francs mensuels et une terre en friche, faute d'acquéreur. Depuis l'âge de 13 ans, je travaille la terre. C'est triste d'en arriver là. Parce que je pense m'être battu pour avoir acquis ces quelques hectares, mais maintenant je les ai sur le bras. Le nombre d'agriculteurs, lui, continue de dégringoler, moins 13% en 3 ans. Et c'est une pente inexorable. Aujourd'hui, 349 600 exploitations contre plus d'1 200 000 en 1979. Aurélie Catalogue, ça veut dire quoi? Qu'il faut renoncer à une agriculture d'exportation pour se concentrer sur une agriculture d'autosuffisance pour nourrir la France seulement?
Il n'y a aucune corrélation entre le nombre d'agriculteurs et les volumes produits. Paradoxalement, plus on est dans un modèle productiviste, moins on a d'agriculteurs, plus on produit beaucoup en quantité. En fait, c'est plutôt une question de modèle agricole. Mais il y en a plusieurs, des modèles. De modèles agricoles, vous avez raison, je n'avais pas fait la liaison du pluriel. L'enjeu du renouvellement générationnel et de cette pyramide démographique inquiétante, c'est est-ce qu'on est capable de donner envie de faire ce métier d'agriculteur, et notamment en offrant un revenu. Sur cette question du revenu, du coup, on a tendance à beaucoup se focaliser sur la capacité à générer des produits, c'est-à-dire des ventes et un peu de subventions. On s'intéresse beaucoup moins aux charges. Et peut-être que ce qui peut donner aussi envie à des jeunes de reprendre, c'est de dire je ne vais pas m'endetter sur 40 ans, sur des montants. Ils n'ont pas des aides. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'aides, non, à l'installation. Les aides, elles couvrent une fraction très congrue de ce sur quoi vous vous endettez. Juste un chiffre, le niveau de charge annuel moyen en France aujourd'hui d'une exploitation agricole, c'est environ 250 000 €. Ça, c'est ce qu'elle sort tous les ans. Et parfois, ça passe parce qu'il y a beaucoup de produits et parfois ça ne permet pas du tout de dégager un revenu. Ça, c'est pas attractif et ça ne nous aide pas au renouvellement général. À pérenniser. Dans la coopération agricole, on a d'autres structures qui s'appellent les CUMA, qui sont des coopératives d'utilisation de matériel agricole, qui permettent à plusieurs agriculteurs d'investir. Et dans la dernière loi qui a été publiée, un crédit d'impôt est mis pour le fait de jeunes qui adhèrent à une CUMA et donc de ne pas avoir toujours acheté le tracteur qui fait plaisir. Enfin, je veux dire qu'il y a aussi on a un peu des grands enfants, hein, mais qui fait plaisir. Mais on est complètement dans cette logique-là. Et quand moi, dans ma coopérative, je travaille avec les jeunes agriculteurs, je pense qu'il y a deux sujets sur lesquels il manque en formation. Oui, ils sont pas assez formés sur le management, parce que de plus en plus de salariés. Donc, c'est-à-dire que là-dessus, il y a un sujet. Et l'ingénierie financière. C'est-à-dire que de comment je gère l'exploitation. Il y a le prix du produit, mais il y a aussi la marge. Mais est-ce qu'il faut une loi quand même pour faire parler de ça et justement pour au moins penser le nouveau modèle agricole? Est-ce qu'elle n'a pas cette vertu-là lors du coup de cette loi dont on va discuter là maintenant? Cette loi, malheureusement, elle ne transformera pas le système actuel et on pourrait avoir des lois vraiment intéressantes, mais pour ça, il faut avoir de la cohérence et le gouvernement aujourd'hui ne l'a pas. Parce que d'un côté, il soutient un modèle qui en fait est prédateur d'autres modèles agricoles. Les modèles agricoles ne coexistent pas, c'est pas vrai. Il y en a plusieurs, mais ils ne peuvent pas coexister. Et donc, en fait, on a besoin de soutenir la transmission, on a besoin de soutenir la recherche-développement notamment, mais par contre, on ne peut pas continuer à soutenir une poignée d'élevage industriel ou une poignée d'agriculture industrielle qui détruit les autres, qui détruit l'air, l'eau et notre santé quand même au passage. Le débat est terminé. Je pense que vous le poursuivrez hors antenne. Voilà. Merci en tout cas à tous les trois d'être venus débattre avec calme et avec votre bon sens paysan. Merci infiniment. On reste dans l'actualité. On reste dans... Restez là. On reste dans l'actualité vue par Xavier Mauduit et Marie Bonisseau. La justice pourrait statuer sur les statuettes de Dominique de Villepin et retour en grâce du nain de jardin en Angleterre grâce à son premier fan, le roi Charles III. Mais d'abord, le mot vedette du jour, c'est état d'alerte de sécurité nationale, un principe qui a été adopté un tout petit peu en catimini lundi dernier à l'Assemblée nationale et qui soulève des questions. Un état d'alerte de sécurité nationale. État d'alerte de sécurité nationale. De sécurité nationale. Qu'est-ce que ça veut dire? Exactement ce que ça dit. Merci de m'en dire un peu plus. Entendu. La vie secrète des mots vedettes. État d'alerte de sécurité nationale, dérivé des termes latins status, position, ergere, dressé, securus, sur et natio, naissance, désigne un nouveau régime d'exception activable par décret en Conseil des ministres en cas de menace grave. Le 19 mai, les députés ont voté en faveur d'un état d'alerte de sécurité nationale. Logé au cœur de la révision de la loi de programmation militaire, qui prévoit notamment une hausse du budget de l'armée et un nouveau service national, le projet arrivera au Sénat le 2 juin et pourra constituer, selon la ministre concernée, un dispositif de simplification normative qui donnera à l'État les moyens d'agir vite. 3 types de dangers pourraient déclencher l'état d'alerte de sécurité nationale. Ceux-ci font implicitement référence à l'appétit impérialiste de l'ogre russe et ses ombres menaçantes, telles la guerre hybride, les attaques contre les infrastructures stratégiques ou une crise sécuritaire majeure menaçant la continuité de l'État. Ce nouveau régime d'exception, que le rapporteur du texte définit en espace entre l'état de guerre et l'état de paix, ne suspend pas les libertés publiques comme l'état d'urgence, ne militarise pas le pays comme l'état de siège, ne donne pas les pouvoirs exécutifs et législatifs au président comme l'article 16, le dispositif le plus extrême utilisé une seule fois en 1961. Ce régime permettra de faciliter les réquisitions, confier la lutte anti-drone au privé ou construire des hangars pour les Rafales sans s'inquiéter des normes environnementales qui protègent les piafs.
Ces critiques redoutent un régime déclenché par décret, sans passer par la loi, privant ainsi les Français de contrôle démocratique. Vol au-dessus d'un nid de cocu. C'était l'insurpassable Thibault Nolte. Retour à vos chroniques, chère Marie Bonisseau et Monsieur Mauduit. On va parler de votre petit pote, un certain Napoléon Ier, puisque le parquet national financier, le PNF, ouvre une enquête à propos de statuettes représentant l'illustre Napoléon qui ont été reçues par Dominique de Villepin quand il était ministre des Affaires étrangères. Exactement. Allez, on se concentre sur Napoléon Ier. En avril 1811, Élisabeth, à Paris, l'empereur Napoléon découvre une œuvre réalisée par son sculpteur préféré, l'italien Canova. Et Canova a passé du temps pour faire ce Napoléon en Mars pacificateur. Donc, deux dieux de la guerre, Mars, Napoléon, avec ses statues vraiment imposantes. Elle fait plus de 3 mètres en marbre, c'est gigantesque. Dans la main droite, il porte un globe sur lequel s'est perchée une victoire. Et dans l'autre main, il a une lance. Napoléon, tout nu, vous le voyez, plutôt bien foutu, c'est vrai, avec l'impériale qui coûte pudiquement dissimulé derrière une feuille de vie. Oui, dodu, quoique dissimulé. Comment il a réagi, votre héros? Oh là, mal, il n'a pas aimé du tout. Alors, Napoléon aurait dit, mais qu'est-ce qu'il croit, Canova, que je me bats avec mes poings? Autrement dit, que je fais du pugilat, vous savez, la boxe antique. Non, Napoléon, il est comme ça. Il ne cherche pas du tout la ressemblance. Lui, ce qu'il veut, c'est que les artistes respectent des canons esthétique qu'il a lui-même imposé. Comme ça, Napoléon ne vieillit jamais, ne grossit jamais, et tout ce qui ne convient pas est détruit, même des œuvres de David. Alors, cette œuvre-là, il la conserve, elle est remisée au Louvre, c'est-à-dire qu'elle n'est pas exposée. Mais en 1815, Napoléon est défait à Waterloo, Morne-Plaine, par le duc de Wellington. Et le roi Louis XVIII décide de vendre cette statue au gouvernement britannique, 60 000 francs, c'est beaucoup d'argent. Et le prince régent, donc le futur George IV, l'offre au duc de Wellington, le vainqueur de Waterloo. Elle a gagné la bataille, t'as un gros Napoléon tout nu. Et Wellington, lui, l'installe dans le hall de sa résidence à Londres. Ça devient une attraction. Alors pour les gens qui viennent visiter Wellington, parce qu'ils s'en servent comme porte-manteau, c'est absolument odieux. Et puis les portes de la résidence sont savamment laissées ouvertes de façon à ce que les passants puissent s'arrêter, l'admirer. Et c'est le cas en 1822 avec Chateaubriand, le grand Chateaubriand, qui a mis du temps à être un opposant à Napoléon, mais qui était vraiment un opposant à Napoléon et qui ne comprend pas pourquoi les Britanniques sont fadas de Napoléon, alors que c'est leur ennemi, vous voyez, et notamment cette statue, ça lui pose problème. Mais d'un autre côté, les soutiens de Napoléon, ça les amuse beaucoup. C'est le cas de Bourrienne, un petit pote de Napoléon, secrétaire intime, qui dit, c'est rigolo parce que, je vous dis, plus de 3 mètres, la statue. Donc comme ça, quand Wellington fait le tour et qu'il se retrouve de dos, il a la tête au niveau de la partie médiane mitoyenne de Napoléon. Alors, je vous le confesse, ça m'amuse, comme quoi la figure de Napoléon ne sera jamais celle d'un vaincu. Il s'est surpassé. Merci, Monsieur Mauduit. Alors, on change de niveau, de registre, de hauteur, de largeur. Désolée, il n'y a pas de fesses dans pas de feuilles de vigne. On les appelle les nains de jardin. Et alors, c'est le retour fracassant au Royaume-Uni, enfin en Angleterre. Mais oui, et c'est pas rien ce qui se passe. Les nains de jardin ont attendu un siècle pour que leur bannissement soit levé par la Société royale d'horticulture britannique, donc qui organise en ce moment l'exposition horticole. Et dans l'horticulture, il y a que... J'ai rien dit. Comme ça, tout le monde est content. Donc, il y a une exposition horticole en ce moment à Londres. C'est la plus célèbre du pays, peut-être même du monde, nous dit Libération. Ça s'appelle le Chelsea Flower Show. C'est une tradition. Chaque année, c'est complet. On ne peut pas acheter de billets avant même que ça ouvre. Il y a 150 000 visiteurs qui se précipitent pour visiter une trentaine de jardins différents. Alors, ils sont en compétition, c'est un concours. Donc, chaque jardinier se surpasse, repousse les limites du bon goût, parfois pour attirer l'attention. Dans un garden, par exemple, cette année, on voit une tête géante de Gaïa, mère nature, qui est taillée dans un immense tronc. Dans un autre jardin, et le thème, c'est Aphrodite. Alors, ils ont caché des sextoys entre des fleurs en forme de cœur. Mais c'est pas ça qui a choqué le plus cette année. C'est le jardin du roi Charles III. Enfin, le jardin de la fondation de Charles III, qui a embauché une botaniste et David Beckham, me demandez pas pourquoi, pour imaginer un curious garden, un jardin insolite, avec, au sacrilège, des nains de jardin à l'intérieur. Alors, les Anglais appellent ça des gnomes, les glomes. Ils sont
formellement interdit du salon depuis 1927. C'est écrit noir sur blanc dans les statuts de la Royal Society parce que ça détournerait l'attention des aménagements paysagers. Voilà, ça c'est la raison officielle. C'est du snobisme pur, répondent beaucoup. Oui, mais le roi Charles III, il a un petit truc. Il aime ça les gnomes. Il en a, paraît-il, quelques-uns dans son jardin, disséminés dans les buissons. Et c'est pourquoi, exceptionnellement cette année, ils sont autorisés à ce Chelsea Flower Show. Ça fait jaser. Ça fait jaser dans le pays. Et c'est l'occasion pour la BBC de revenir sur la relation amour-haine, c'est ça, des Anglais, avec ces gnomes. Ils ont été importés d'Allemagne au 19e siècle. Alors, les Allemands croient beaucoup aux petits êtres qui vous aident à la mine ou qui vous donnent un coup de main à la ferme. Ils sont adoptés par les lords anglais qui sont passionnés de jardinage, puis détestés parce que arrive la Première Guerre mondiale. Et donc, la Première Guerre mondiale, on n'aime plus trop tout ce qui vient d'Allemagne. Il faut attendre l'hiver 1938. Qu'est-ce qui se passe cet hiver-là? Carton mondial de Blanche-Neige, de Walt Disney au cinéma. Et là, Simplet, Prof et tous les copains de petite taille, voilà, Dormer, reviennent en grâce enfin au Royaume-Uni. Sauf chez donc cette Société royale d'horticulture, qui les a toujours méprisés, instauré une no-gnome zone, comme disent certains médias, dans ce salon. Alors cette année, vous le voyez, donc c'est historique, ils sont une précieuse exception. Ils sont peints par plusieurs célébrités. Ils seront mis aux enchères dimanche. Je dis ça au cas où certains d'entre vous ont de l'argent et des buissons. Merci Marie. Merci, c'est fini. Demain à 20h05, le club de 28 minutes avec le statuaire et sculptural Renaud Dely. Nous, on se retrouve, on est tous affalés, lundi soir. Tchuss.